caca est mi-cuit, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce côté où je l'ai vu juste avant le bingo avec Pacom d'ailleurs. Donc je sais plus, peut-être j'en ai déjà parlé, je suis complètement con peut-être. Mais globalement, du coup, Dragon, bon bah c'est l'histoire de Dragon, vous avez déjà vu le film d'animation, avec du coup Harold, fils du grand chef d'une île où en fait il y a des dragons qui sont autour, et du coup, lui à un moment il capture, sans faire exprès, vraiment, une furie noire, qui est un immense dragon que personne n'a réussi à toucher, et en fait, au lieu de le tuer, il a une possibilité de le tuer, mais il se dit, tiens, en fait il a l'air plutôt gentil, je vais le laisser dans la nature. Et il se trouve qu'il ne peut pas voler en dehors, donc du coup il va se dire tiens, est-ce que je peux... Enfin il a pas l'air méchant, il m'a pas bouffé, est-ce que je peux pas genre juste l'apprivoiser quoi, en faire mon ami, tranquille. Et c'est ce qui se passe, sauf que bah du coup vu que les autres chassent le dragon, comment il va être accepté quoi. Et du coup, vous voyez peut-être au pitch, vous voyez peut-être aux images, c'est le même film. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est plan par plan, les mêmes séquences, les mêmes choses qui se passent, même l'ordre du film, c'est exactement les mêmes choses. Et c'est ça qui m'a surpris, c'est que je me suis dit, d'habitude dans les live action du genre, il y a toujours au moins, allez, un petit élément qui change, un petit truc qui change. Là, c'est le même film, avec moins de couleurs, plus de texture, et une luminosité qui parfois est... Enfin, des jeux de lumière qui parfois sont vraiment nuls. Le film Le Roi Lion essaye un petit peu de changer les choses, essaye un petit peu de changer les plans, essaye un petit peu, ne serait-ce que par la texture de la chose, essaye vraiment de changer les choses. Il y avait une autre réal, il y avait autre chose, ça essayait vraiment autre chose. Quand même, c'était le même film mais par un autre œil, on va dire. Au moins ça. Là, c'est le même film de l'œil gauche, on va dire. C'est-à-dire, Dragon 1 est vu de l'œil avec les deux yeux, là c'est vu de l'œil gauche, quoi. C'est du plan par plan, bah, quasiment. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le film Dragon en tête, je l'ai vu quand j'étais jeune, mais je l'ai revu plus tard, etc. C'est un film que j'adore et que j'ai adoré revoir. J'ai pas le film en tête, donc je sais pas exactement si c'est du plan par plan tout le temps. En tout cas, la ligne directrice, c'est exactement la même tout du long. C'est-à-dire que c'est le même film. Et c'est ça qui me perturbe beaucoup, c'est que c'est le même film, mais du coup, Poisson le note, bah, en live action, il y a certaines choses, si tu fais exactement le même film, bah, ça a l'air un peu plus con. Et typiquement, le côté cartoonesque de Harold, qui est censé être plutôt un gars... bah, vraiment, vous regardez le design de Harold dans Dragon, et son évolution, tout ça, mais c'est le même du Virgin et du Chat, quoi. C'est-à-dire que, bon, déjà, il évolue énormément. Dans le 3, il a déjà l'air beaucoup plus... ça, c'est dans le 2. Mais dans le 2, il a déjà l'air un peu plus stock, tout ça. Et dans le 3, bon, bah, dans le 3, exceptionnel. Mais dans le premier, voilà, vous voyez l'évolution comme ça. Mais globalement, bah, dans le premier, c'est une brindille. Et c'est ça qui est perturbant, c'est que c'est une brindille, tu te dis putain, mais... Et à la fois, c'est le fils du grand chef qui est immensément mastoc, tout ça. Comment tu transmets ça en live action? Ben, en fait, tous les corps sont assez semblables finalement à celui de Harold, quoi. Enfin, en tout cas, tu vois que c'est à peu près la même espèce. Ce qu'on voyait presque dans le film d'animation, c'est que c'était presque plus les mêmes espèces, quoi. Enfin, c'est presque plus... presque des sortes de surhommes autour de Harold qui est un humain à peu près lambda. Et t'as moins ça, t'as beaucoup moins ça dans le film live action, forcément. Parce que bah tu peux moins exagérer, même les mouvements également, même les gueules des personnages. Ce qui m'a surpris par contre, c'est que le forgeron, du coup, dans Dragon, voilà, forgeron qui est très important dans l'intrigue, tout ça, qui est le mec qui gère également les entraînements, bah c'est Nick Frost. Je m'attendais pas à ce que ça soit Nick Frost, et j'étais très content de le voir. Merci beaucoup Overwatch. Mais j'étais très content de voir ce Nick Frost, je me suis dit, oh putain, trop bien, je suis content de le voir. Bon, avant qu'il parte faire ses conneries pour Harry Potter, là, mais je suis content de le voir. Et le reste, sinon, bah, Nick Frost qui est à peu près à ce côté un peu cartoonesque, donc ça peut rentrer dans sa physionomie, ses expressions faciales, mais là, en fait, le problème, c'est que l'acteur principal, il est un peu trop constamment en aura farming, parce qu'il est malheureusement un peu trop beau pour jouer Harold. Encore une fois, regardez, c'est censé être cette brindille-là, bizarre, qui est chelou, et qui évolue
pour être un peu plus BG. Mais globalement, là, c'est le problème, un poil trop beau. C'est un peu ça le truc. Alors, c'est pas nécessairement un critère peut-être de beauté. C'est plus du côté, enfin, il est parfaitement, comment dire, je le verrais sur un magazine, je ne serais pas choqué. C'est ça le truc. Donc globalement, je trouve que c'est ça qui est un peu dur. Mais c'est aussi, ça c'est un problème de toute manière à Hollywood, c'est que les personnes moches à Hollywood n'existent pas. Et ça c'est depuis, bon, c'est depuis l'éternité, hein, bien sûr. Mais en fait, le truc c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui a un physique à peu près un peu pas harmonieux dans tous les aspects, typiquement par exemple, je pense à c'est Amy Lou, comment elle s'appelle? C'est la meuf putain, Amy Lou Wood, qui a juste des dents qui ne sont pas comme toutes les dents de Hollywood, parce que maintenant à Hollywood tout le monde a ce qu'on appelle des vénirs, donc en fait ils se refont entièrement les dents pour qu'elles soient parfaitement carrées. Bah juste ça fait que cette personne-là est ostracisée. Mais c'est quand même ce truc-là aussi, c'est que à chaque fois c'est les meufs qui prennent cher, parce que dès que les meufs ont un critère de beauté qui n'est pas absolument parfait, elles sont châtiées d'Hollywood, alors que les gars, ils peuvent avoir, enfin moi je pense à Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel, il a une immense balafre sur le côté de la joue, mais lui, ça fait sexy, quoi. Bon, toujours ce double standard un petit peu bizarre à Hollywood, quoi. Et à Hollywood, et je parle pas que d'Hollywood évidemment avec Gaspard Ulliel, mais typiquement quelqu'un qui peut être moche comme Steve Buscemi, il peut avoir une carrière, alors qu'une meuf moche au cinéma ne peut pas avoir de carrière. Et ça c'est quand même un peu ce truc qui est ultra perturbant, c'est que ou alors elle a une carrière, mais bah, elle est assez ostracisée, elle est moquée un peu de partout, notamment Amy Lou Wood, elle s'était fait moquer au SNL, tout ça, mais typiquement comment dire, un gosse enfin un gosse, un jeune adulte dans un film live action comme là de Dragon, ne peut pas être moche, quoi. C'est un peu ça qui est bizarre, quoi. C'est que maintenant j'ai l'impression que la jeunesse c'est impossible, quoi. Bonne année, ben non, quoi. Mais en tout cas voilà, ça me perturbe perso. Désolé correcteur. T'inquiète. Mais en tout cas, ouais, c'est chiant, quoi, parce que en fait, toute physionomie qui ne serait pas une physionomie twink, une physionomie twink ou musclée, ne peut pas en fait exister à Hollywood. Donc, et globalement, il faut forcément, enfin, c'est impossible d'être gros à Hollywood sans être ce gros qui se fait moquer tout le temps. C'est impossible d'avoir en fait, c'est impossible d'avoir une imperfection au niveau du visage sans être constamment moqué et sans être vu comme un freak ou vu comme dans le registre comique, en fait. Et ça, c'est vraiment... Enfin, une fois qu'on voit ça, je trouve qu'on voit que ça, finalement, à Hollywood. Ce qui est un peu relou. Donc bon. Et maintenant, on peut parler de la merde. De la grosse merde. Alors, je ne comprends pas. Premier degré, je ne comprends pas pourquoi tant de hype autour de ça. Est-ce que tu vas inviter Régé à faire le bingo? Peut-être un jour. Peut-être. Mais je pense Régé, je préférerais l'inviter pour un autre format que le bingo. Parce que je sais pas si sur le bingo il serait bon. Mais on va voir. Mais en tout cas, on va parler de la merde. Parce que Life of Chuck... Alors... Oh putain, je vais juste prendre de l'eau avant parce qu'il y a... En fait, c'est ça qui est chiant. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, je trouve, sur ce film. Alors, Life of Chuck, du coup, c'est un film de Mike Flanagan, qu'on connaît notamment pour ses productions pour Netflix, adapté du coup d'une nouvelle de Stephen King. Stephen King qui a un versant horreur, horrifique, qu'on connaît, mais qui a aussi un versant chiant, type Les Évadés ou La Ligne Verte, par exemple. Bah, c'est le trailer le vend comme ça, en mode par l'auteur de La Ligne Verte et de Les Évadés. Donc on se dit, ok, est-ce que ça va être dans cette lignée-là? Tout à fait, c'est-à-dire que c'est de la merde. Alors, en fait, moi, ce qui me choque, c'est que Life of Chuck, comment je pourrais le résumer? C'est la vie extraordinaire d'un homme ordinaire raconté en 3 chapitres, donc c'est ça la catchphrase.
je vais dire que ça parce qu'il y a une structure qui est à peu près... En fait, au début, le film commence et je me dis, ok, il y a un truc intéressant qui se passe au tout début du film. Et globalement, on se dit, ok, il peut peut-être y avoir quelque chose... D'accord, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a quelque chose d'intriguant tout du long du film. Quelque chose d'intriguant. Et on se dit, d'accord, bon ben... Où est-ce que ça va aller? Où est-ce que ça va aller? Et le film est composé en 3 parties. La première partie, on se dit, ok, il y a un truc intriguant, il y a un truc même très rêve fiévreux, étrange. Il y a quelque chose même de très internet, finalement. Il y a en fait, il y a une sorte d'horreur présente, mais qui est pas horrifique d'emblée, qui est plus angoissante tout du long. Et on se dit, ok, il y a quelque chose qui se passe avec tout ce qu'il y a ici, et en fait, il y a un truc où l'horreur va peut-être un peu plus naître de quelque part, mais on ne sait où. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est où est-ce que ça va aller, et cette sorte d'appréhension, mais un peu comme certains jeux vidéo horrifiques, quelque part. Mouthwashing, je trouve qu'il y a un côté où, au début, on sait pas trop où ça va aller, mais on sent que ça va être inquiétant, et on sent que ça va être un peu horrifique. Et on se dit, bon bah là, c'est Stephen King, ça se trouve, ça va être une surprise du genre. La première partie se passe, et on se dit, ok, la première partie se termine de manière assez abrupte. Et on se dit, ok, la deuxième partie commence. Qui est, voilà, je vais pas te spoiler la structure. Et là, bon bah, je suis plus là. je ne suis plus là, en fait, tout simplement. Et globalement, voilà, la deuxième partie commence, la troisième ensuite. Je suis plus là, je suis plus présent, en fait. C'est-à-dire que je vois à peu près où ça va, avec cette deuxième partie particulièrement. Je me dis, ok, ça va quelque part. J'y suis plus. J'y suis plus, et globalement, c'est ça qui est extrêmement décevant. C'est que, comme tu racontes, on dirait un scénario de JV. Bah, ouais. C'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que c'est un scénario de jeu vidéo qui est plutôt correct sur un jeu vidéo. Type, bah, ça peut faire penser à Life is Strange, ça peut faire penser à plein de trucs, mais globalement, il faut se dire, je suis sorti de la salle, je me suis dit, putain, j'ai honte d'être blanc. Hein. Enfin, je me suis quand même un peu dit ça aussi, en partie. Bon, après, voilà, c'est pour la blague, tout ça. Mais ouais, Life of Cuck, quoi. Je me suis fait coquer par le film. Et globalement, c'est... Enfin, déjà, je déteste les... Ouais, la comparaison de Life is Strange, je pense, elle se fait. Et la comparaison même Stranger Things aussi, par moment, au début. Et encore, Stranger Things a des trucs plus intéressants. Et globalement, ouais, c'est un film aux US qui... Enfin, moi, je l'ai vendu aussi comme ça. C'est-à-dire que c'est ce film... Un peu comme Babylone à l'époque, ou comme Past Lives, ou comme énormément de films qui sont surhypés par Twitter, en mode ou Everything Everywhere All At Once. Les gens, si vous pensez à ce film-là, ça peut être ce film-là. Je trouve que des fois, Twitter a raison. Twitter a raison de surhyper des films, de dire regardez, ce film-là, il est exceptionnel. Ça, ok. Fablemans aussi, peut-être qu'il y en a qui l'avaient surhypé. Il y a des films du genre où ils disent il faut pas le louper, tout ça. Celui-là, je vous avoue, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc où je ne vois absolument à aucun moment où est-ce que c'est intéressant. Et je ne sais pas où c'est intéressant. Genre, je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas qu'est-ce qui est si génial dans ce film-là, en fait. Et après Babylon, je maintiens que c'est un banger. Moi aussi, je maintiens que c'est un banger. Avec That One, je maintiens que c'est un banger. Mais là, Life of Chuck, je ne vois pas. C'est-à-dire que la photographie, je pense que vous le voyez là, ça met les plans les plus beaux dans la bande-annonce. Le reste, sinon, c'est du champ contre champ, OSEF, où il se passe rien. Comment dire, le travail du son est pas très intéressant. Le jeu des acteurs, je le trouve cataclysmique. C'est-à-dire que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les acteurs. Mais je trouve que c'est vraiment pas très bon. Là où la caméra se place, c'est jamais très très intéressant. Genre vraiment, il y a rien en fait digne d'intérêt. Babylone, c'est un film discutable, mais il y a au moins une vision. Life of Chuck, ça ressemble à un téléfilm. C'est exactement ça, Poisson. C'est exactement ça. Et globalement, là où les caméras se placent, c'est jamais très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est vraiment... où je me dis, ah putain, là, c'est vraiment bien de se mettre de ce point de vue-là.
y a rien dans le rythme ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, on va dire, le rythme. Je trouve qu'il y a plein de trucs qui auraient pu être faits au montage qui sont... Je trouve le montage de la bande-annonce plus intéressant que le film en lui-même. C'est-à-dire qu'au moins, ce truc-là de mélanger un petit peu les trois parties, parce que c'est ce que fait du coup la bande-annonce, mélanger un petit peu les trois parties, c'est déjà plus digne d'intérêt que ce que j'ai vu dans le film, en fait. Consensus Rotten Tomatoes, montrant un côté plus doux du registre émotionnel profondément ressenti du réalisateur Mike Flanagan, The Life of Chuck est une adaptation joyeuse et souvent merveilleuse de l'un des contes les plus optimistes de Stephen King, mais c'est... Je trouve ça même pas si optimiste que ça, c'est-à-dire que j'ai fini Expédition 33 récemment. Et il y a des aspects qui sont très Expédition 33 dans Life of Chuck. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous... Et qui ont fini Expédition 33, Clair Obscur, peut-être que vous verrez à peu près de ce dont je veux parler. Ce côté-là, je contiens des multitudes, tout ça. Il y a un peu ce côté-là. Et voilà, peut-être que vous allez vous moquer, mais je trouve qu'il y a un aspect comme ça. Mais je trouve que dans Expédition 33, ça assume le côté nihiliste de son histoire, qui est hautement nihiliste, hein. Qui est hautement... Enfin, qui est dit ouvertement, il n'y a pas tellement de finalité à la chose. Le problème, c'est que Life of Chuck, il est trop téléfilm, trop Forrest Gump. J'adore Forrest Gump, hein, vraiment. Mais trop Forrest Gump, trop... Ah, c'est ce petit film sympathique qui, moi, m'emmerde. Alors que, en plus, je trouve qu'il y a une dissonance même entre le fond et la forme, entre les messages et la forme, où la forme se veut être ce film très optimiste, et le fond, en même temps, il est badant si tu y réfléchis bien. Enfin, c'est... Ouais, bah, la comparaison Forrest Gump, elle se fait d'emblée, parce qu'il y a ce côté-là, il y a même un côté, il y a un moment où il y a des références à Retour vers le futur également. Deuxième déception, c'est aussi qu'il y a Matthew Lillard dans le film, il est vendu dans la bande-annonce, il est là 5 minutes, vraiment 5 minutes, grand max, et encore 5 minutes, je pense, je suis gentil. Ricain et leur goutte de barne, ben oui. La scène de la danse, ah oui, aussi ça. J'ai vu plein de gens surhyper la scène de la danse dans l'acte 2. Du coup, avec Tom Hiddleston qui danse au milieu d'une place. Je pense que quand cette scène sortira sur Twitter, vous allez comprendre pourquoi... Enfin, il y a un truc où c'est pas une mauvaise scène de danse. Mais waouh, c'est long. Et surtout, j'ai vu 100 fois mieux partout. Et c'est la scène qui est centrale au film. C'est-à-dire, je crois que c'est à peu près même en plus au milieu du film. Hein. Et je me dis, bon, c'est un truc qui est central comme ça, qui est si important que ça, il faut vraiment bien le jauger. Je pense que vraiment, je vais redire ce que j'ai dit dans le TikTok, mais si c'est la première fois que tu vois une scène de danse au cinéma, peut-être que voilà, tu peux être époustouflé, mais je pense que si t'en as vu ne serait-ce qu'une autre, n'importe où ailleurs, ne serait-ce que dans Wicked, par exemple, ne serait-ce que dans Wicked, c'est déjà 100 fois mieux. Genre vraiment, c'est déjà 100 fois plus travaillé. Donc vraiment, je ne vois pas pourquoi pourquoi ce film-là se fait autant surhyper, parce que il y a rien, c'est de l'eau plate. Je ne comprends pas. Merci Tom pour bouger comme un pantin, mais tu peux dire à Mike de faire un film? Bah oui, enfin c'est... Moi au début, la scène commençait, continuait, je me suis dit ok, peut-être que ça va aller quelque part. Et en fait non. Il y a des côtés aussi... Ouais, même Joker 2 a des meilleures scènes de danse que ce film-là, pourtant qui est centré autour d'une scène de danse au milieu. Même La La Land, enfin même, oui, voilà, coup de cœur de Coppola. Ça enchaîne en plus des références à un moment, et ça met des cassettes avec Singing in the Rain, All That Jazz, tout ça. Et t'as un truc comme ça où tu vois que c'est une des références, c'est ce truc de danse aussi. Il y a ce côté Billy Elliot aussi, par moment dans l'intrigue. On se dit ok, pourquoi pas. Mais putain, je voulais dire un truc, mais oui, enfin, il y a rien qui va. Je trouve que les dialogues, il y a rien qui va. En fait, il y a ce côté aussi répétition au fur et à mesure des troisième actes pour lier les sortes de trois intrigues, on va dire. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une répétition qui se passe, je pense qu'on est censé se dire oh putain, qu'est-ce qu'il est malin. Et en fait, au final, je me dis oh, c'est vraiment, enfin, ce n'est pas subtil. Je ne comprends pas. Je comprends pas les gens qui trouvent le film aussi fin. Je me dis mais c'est tout sauf un film fin. C'est vraiment, le film, c'est la mort de la subtilité. C'est une folie. Et je vous avoue, je ne comprends vraiment pas les retours qu'il y a autour du film. C'est vraiment, je ne vois pas pourquoi c'est aussi surhypé. Et il va falloir vraiment m'expliquer.
Parce que j'ai vu encore une fois, même encore ce matin, des retours en mode il faut absolument aller voir ce film. Et je suis en mode mais c'est... Genre attendez, je vais essayer de retrouver des critiques que j'ai pu voir. Mais c'est... Enfin voilà, j'ai vu... Je pense, attendez, j'ai envie de voir. C'est pas pour me moquer de lui. Vraiment, ce n'est absolument pas pour me moquer de lui. Je pense que voilà, c'est quelqu'un très respectable. Très respectable. Il est temps de voir une critique positive de Life of Chuck. Mais j'ai envie de savoir vraiment ce que les gens aiment. Alors. Encore une fois, ce n'est pas contre lui. Je le précise. On peut débattre. Moi, j'ai trouvé que c'était une sombre merde comme film. Mais on peut débattre. Qu'est-ce qui s'est passé autour de... Tu connais pas Mehdi Omaïs? Mais qu'est-ce qui s'est passé autour de ce film? Moi, je suis curieux. C'est l'un des plus beaux films que j'ai vu cette année. J'ai le cœur en vrac. Je sors de The Life of Chuck. Je viens de poser mes affaires. Je voulais faire cette vidéo pour que vous ayez l'avis le plus chaud, le plus sensible possible. Oui. Parce que je pense qu'il y a une vérité lorsqu'on sort d'un film. Et oui. qu'on essaye non, oui, je suis d'accord. En plus, je fais la même, donc je vais pas critiquer. De poser des mots. Mike Flanagan, je suis déjà fan de son travail, le réalisateur. Il a peut-être été payé. Non, je pense pas, les gens. Je pense faut pas rentrer dans des trucs de conspi et tout. Moi, oui, d'ailleurs, Mike Flanagan, je n'ai rien vu de lui avant. Je vois passer vite fait les trucs de The Hunting of Hill Manor, là. Mais voilà. Trouver des critiques ciné qui soient pas cancel, c'est devenu difficile déjà. Je suis déjà fan de son travail, le réalisateur, c'est lui qui a créé les séries The Hunting of Hill House, The Hunting of Bly Manor. Il y a une sensibilité, un sens du fantastique qu'on retrouve dans cette adaptation. Merci Béranger, merci beaucoup, on réacte après à ta vidéo. D'une nouvelle de Stephen King qui raconte à rebours du temps, donc de la fin. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait Doctor Sleep aussi, donc la suite de Shining, qui apparemment est pas mal. Moi, c'est ce que j'ai lu. Je suis au taf, mais je vous fais des délicieux bisous. Bisous à toi, Béranger. Au début, l'histoire extraordinaire d'un homme ordinaire. Je sais pas si je peux dire plus que ça, parce que il s'agit de préserver pour vous la surprise que j'ai eue en découvrant le film. J'essaye aussi de vous vraiment, même si je trouve que c'est un film, parce qu'on m'a demandé est-ce que c'est pire que Minecraft le film. Moi, je trouve que c'est pas pire que Minecraft le film, parce que Minecraft le film, c'est vraiment un film qui, c'est un film bébête. Tu vas le voir, c'est un film bébête. Très bébête, on va dire, et très bête, et horrible à regarder, ok. Mais je pense que, voilà, Life of Chuck, c'est un peu la différence qu'il y a, c'est que c'est un film qui se croit intelligent, et c'est peut-être aussi le problème qu'il y a. Et quand tu te crois intelligent, il faut vraiment être intelligent, hein. Je pense qu'il y a des films qui se croient intelligents, dans leur structure, dans comment ça se passe, et qu'ils sont. Je trouve que Primer, c'est un film qui se croit intelligent, et qu'il l'est. Mais voilà. Invite Bégodeau un jour, peut-être. Et c'est pas la nouvelle, j'avais pas vu la bande-annonce, je ne connaissais rien de ce film, si ce n'est cette affiche où on voit Tom Hiddleston danser. J'ai fini. Comme Matrix, voilà, Matrix c'est un film qui se croit intelligent, qu'il l'est, dans ses thèmes, dans ce qui se passe. Et je trouve, personne ne va être d'accord avec moi dans le chat, je trouve qu'Oppenheimer est un film qui se croit intelligent, et qu'il l'est. En larmes, j'ai été ému par la limpidité de la narration. Cette volonté de faire un film lumineux sur un sujet tragique, dramatique. Cette volonté de remettre les petits riens, les miracles de la vie, à savoir des pas de danse, au centre du game. Mike Flanagan... Moi, c'est ça que là où je suis pas d'accord, c'est que j'aurais aimé que ça soit ce genre de film-là, où c'est le genre de film qui en fait te rentre dedans par des petits éléments de la vie qui sont vraiment bien mis, bien arrangés pour te faire ressentir quelque chose d'assez universel. Je pense que l'introduction, les 10 premières minutes de là-haut, te fait ressentir des trucs assez universels, même si voilà, c'est un couple hétéronormé, tout ça, et que c'est des couples de vieux, tout ça. Mais il y a ce côté où on comprend à peu près où ça va, on comprend à peu près où... on voit à peu près parce qu'on a vu énormément d'intrigues de partout. Et on se dit ok, pourquoi pas. Ah oui, pardon, non mais j'ai lancé un débat sur les films qui seront intelligents. Je pensais pas, mais en tout cas, esthétiquement il y a quelque chose dans sa lecture, non. Bah oui, c'est plus, je pense, dans ce sens-là aussi. Pour moi ça se passe aussi par l'esthétique.
C'est aussi même le truc par rapport à Oppenheimer, c'est que ça passe aussi par l'esthétique, l'intelligence d'une œuvre. Ça passe pas nécessairement juste par le script et juste par ce qui se passe. Anatomie d'une chute, par exemple, c'est plus un côté où ça passe par le script de un film qui se pense intelligent et qui se pense aussi source de réflexion. C'est pas qui se croit intelligent, c'est qui se pense source de réflexion. Et là où et Anatomie d'une chute l'est de fait, parce que comment l'intrigue se met en place, comment tous les éléments se mettent en place, c'est très brillamment mené. Je trouve que Life of Chuck, par contre, le problème que j'ai, c'est justement ce côté, il en parlait, hein, et je trouve qu'il a très raison là-dessus, Médéo Maïs, c'est voilà, il fait ma thèse. Le problème, c'est que là, c'est pas un film à thèse, c'est un film qui est limpide, justement, vraiment. Et c'est un film qui roule tout droit, et qui roule tout droit par rapport aux affects qu'on peut avoir avec tout ce qui nous est arrivé dans la vie précédemment, par exemple. Et c'est juste un film qui fonce tout droit vers sa chute, quoi, globalement, vers sa chute, finalement. Donc c'est ça qui, moi, m'a pas mal dérangé aussi, quoi. À savoir des pas de danse au centre du game. Et j'aurais adoré, en fait, que ça soit juste un film sur les petits moments de la vie. Vraiment, j'adorerais que ce soit un film sur ces petits moments. Typiquement, moi, je pense à un moment qui est proche de la fin de SNK, de l'attaque des Titans, où il y a Armin qui parle à Eren, il me semble, et qui mentionne en fait les petits moments de la vie, la brise du vent sur notre peau quand on est par-dessus une colline, le fait de courir, le fait de tenir la main de quelqu'un, enfin des trucs du genre sur ces petits instants de la vie. Je pense que Mr. Nobody le fait très bien, et d'ailleurs Mr. Nobody, il y a des rapprochements à faire avec le Life of Chuck, donc voilà, il y a peut-être de ça, et j'aurais adoré que ça soit centré là-dessus. Le problème, c'est que ça rentre dans un style qui finalement est trop précis, et avec un personnage qui est trop précisément amené, qui fait d'ailleurs penser, parce que oui aussi, vous le mentionnez dans le chat, la voix off incessante autour de Life of Chuck. Qui va raconter exactement toute l'histoire. Moi, ça m'a fait penser à The Stanley Parable par moment, mais ça m'a surtout fait penser à Amélie Poulain. Et je me dis, Amélie Poulain, typiquement, c'est un film sur les petits plaisirs de la vie, parce que bah, c'est la spécialité également de ce cher Jean-Pierre Jeunet, c'est de parler des petits plaisirs de la vie, et c'est quelque chose qu'il faisait d'ailleurs dans un de ses premiers courts-métrages qui s'appelle Foutaise avec Dominique Pinon, que j'ai adoré personnellement, où il parle des petits moments qu'il apprécie, des petits bruits qu'il apprécie, des petits trucs qu'il apprécie dans la vie. Et ça, c'est un truc que j'adore personnellement. Et je trouve que Amélie Poulain, en fait, dans ce portrait de personnage qui est pourtant très autiste, très parisiano-centré, très où justement tout est très délicatement précis en fait dans son portrait. Mais en fait, il arrive à toucher à quelque chose d'universel. Le problème que j'ai avec Life of Chuck, c'est que ça ne touche jamais à ce truc d'universel. Et je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi il y a certains qui pensent que ça toucherait à quelque chose d'universel, alors que le portrait qui est mis ici, il ne l'est absolument pas. Bonjour Mao Big Chong. Mais globalement, le portrait qui est mis et qui est donné dans Life of Chuck n'est absolument pas universel, jamais. Et je ne vois pas comment on pourrait s'identifier à ce personnage-là, comment on pourrait avoir envie de s'identifier à ce personnage-là. Quand bien même, nous, justement, je trouve que le film nous met dans notre place de spectateur, en fait. Il ne nous demande pas de s'identifier par sa forme au personnage. Et peut-être qu'il aurait envie de ça, mais c'est pas ce qu'il fait. Donc, j'avais jamais vu Amélie Poulain sous l'angle de l'autisme. Bah, pour moi, il y a un côté autistique. Enfin, vraiment, et c'est ça que je déteste vraiment dans Life of Chuck, c'est ce truc je trouve ça vraiment trop... Je ne comprends pas comment on peut s'identifier à ce personnage-là. Et je ne comprends pas comment on peut rentrer dans la tête de ce personnage-là et comment on peut s'échapper à notre rôle de spectateur devant le cinéma. Et devant le film. Parce que c'est juste, pour moi, il y a une impasse là-dessus, qui est cette impasse de l'identification, qui a été déjà théorisée plein de fois sur Internet, qui pour moi, je comprends à peu près où ça va, mais je pense qu'il y a des moments où on peut surpasser cette identification et aller au-dessus. Pourquoi pas ? Surtout quand tu commences avec 30 minutes de dystopie, je m'en fous des petits plaisirs de Chuck. Tout à fait. Je trouve qu'il y a un problème dans la structure du film. Je pense que si le film avait été structuré à l'envers, pas comme il est, peut-être que ça aurait pu marcher. Mais là, comment est structuré le film, ça ne fonctionne jamais. Vraiment. C'est-à-dire que la fin est censée peut-être nous clouer dans notre siège,
Et moi, ce que j'ai entendu dans ma salle de cinéma, parce que je suis pas tout seul à penser que c'est de la merde. Moi, ce que j'ai entendu dans ma salle de cinéma, c'était... Hein que des trucs comme ça. C'était que des... Quoi que des trucs comme ça. Et je pense pas que c'est des réflexions saines, en fait, qui peuvent émaner de ce film-là. Mike Flanagan, c'est plus qu'un film sur la fin de tout qu'il nous raconte, mais c'est un film sur comment trouver un début et l'étincelle quand tout s'effondre. Comment se raccrocher aux souvenirs, aux petits pas. Alors, il y a non pas un film, mais un jeu qui fait très bien ça, ça s'appelle Outer Wilds, parce que ça m'y a fait penser aussi par moments. Mais en fait, le génie de Outer Wilds, c'est justement ce côté universel, parce que tu vas en dehors de l'humanité. Ça aurait été bien un montage qui se répète à la Mr. Nobody, mais oui, exactement. Et moi, c'est ce que j'aurais adoré. Je trouve qu'il y a un souci de rythme. Je trouve qu'il y a un souci où, en fait, l'histoire qui est montrée dedans, pourquoi pas? Pourquoi pas? Genre, il y a un truc dedans, pourquoi pas? Ça peut marcher. Le problème qu'il y a, c'est que la structure n'est pas la bonne. La structure, c'est, je pense, la pire structure possible pour ce film-là. Genre, vraiment. Ou alors tu gardes que le début et tu surenchéris sur le début, mais c'est pas possible dans l'état d'avoir cette structure. Et peut-être que si tu fais un montage qui se répète et qui se termine avec la fin de la première partie à la toute fin, peut-être que là tu peux effectivement clouer des gens dans leur siège. Là-dessus ça serait excellent. Mais juste la structure n'est pas la bonne. Et c'est ça, je pense aussi, qui me dérange aussi, c'est que avec cette structure qui est vraiment pas bonne pour ce Life of Chuck. Juste, y a rien qui est touchant, quoi. Y a rien qui est touchant, parce qu'on est constamment un peu dans notre rôle de spectateur enquêteur, parce qu'il y a des éléments qui se répondent, et du coup on doit repenser aux éléments, on doit se dire, ok, là attention, il y a un truc où je me suis dit, là il y a un truc dans la mise en scène qui fait que je suis intrigué par ce qui se passe. Sauf que je suis censé avoir aussi des émotions, et donc ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, c'est ça toutes les erreurs qu'il peut y avoir dans toute cette structure de Life of Chuck, quoi. Au regard, comment lutter contre l'inéluctable, comment s'armer. Et en soi, un film qui fait plutôt ça bien, c'est Interstellar. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de critiques autour d'Interstellar. Moi, je trouve que c'est un excellent film. Et je trouve qu'il y a un truc autour d'Interstellar qui est très très bon dans comment, justement, ça joue sur les différents points de vue. Non pas pour avoir un message universel, mais aussi pour être dans ta qualité de spectateur, mais aussi avoir quelque chose d'un peu plus sensible quand même, parce que, bon, ce gentil petit monsieur qui est Christopher Nolan, parfois il est un peu étrange aussi. Et globalement, il y a un manque de sensibilité qu'il peut avoir, ça ok. Mais globalement, là-dessus, il retrouve de la sensibilité au moment où on croit qu'il l'a totalement perdu. Et c'est pour ça, dans la structure, pareil, c'est monté à l'envers, quoi, ce Life of Chuck. Face au raz-de-marée qui arrive. Je suis volontairement évasif dans ma manière de vous pitcher ce film, mais il m'a foudroyé parce que c'est tout ce que j'aime au cinéma. C'est un film dont on tombe immédiatement amoureux. C'est un film dont... Moi, je vais être honnête, je pense que c'est là aussi qu'on n'est pas d'accord, hein, c'est que pour moi, c'est tout ce que je déteste au cinéma, ce film-là. Pour moi, c'est tout l'inverse, quoi. C'est un téléfilm qui est porté par ses acteurs, et oui, moi aussi ça m'a fait rigoler, le foudroyer. On sait dès les premières minutes qu'il va... Et voilà, ça ne fonctionne pas pour moi. S'installer durablement en nous, en tout cas en moi. C'est toute la sensibilité que j'aime au cinéma. C'est un film sans tambour ni trompette. C'est un film qui est... Ah non, il y en a trop, justement. Justement, il y a trop, pour moi, il y a beaucoup trop de musique, il y a trop de choses, en fait, dans ce film-là, et ça aurait mérité d'être beaucoup plus épuré, justement, pour avoir un côté plus universel. Pour moi, un film qui fonctionne très bien à ce niveau-là, c'est Perfect Days, de Wim Wenders. Dans ce côté où c'est les petits moments de la vie, et même si c'est un métier très spécifique, c'est un mec qui nettoie les chiottes au Japon, bah en fait, il y a des scènes dedans qui, moi, m'ont fait pleurer. Genre, la scène avec le mec qui a le cancer, dans Perfect Days, mais elle est... la scène dans Perfect Days... Attendez, faut que je vous montre celle-là, quand même. Mais la scène dans Perfect Days... Nina Simone, cette scène-là, mais elle est... Mais c'est... Ah putain, il y est pas. Oh, il y est pas, putain.
Perfect Days, feeling good scene. Si, s'il vous plaît, dites-moi quel y est. Non, il est pas. Oh putain. Oh. Mais en tout cas, voilà, la scène de fin de Perfect Days, elle est, mais alors, mais exceptionnelle. Hein. C'est vraiment, enfin, c'est. Ouais, elle fait pleurer, elle fait chialer, évidemment. Mais parce que bah, ça touche à quelque chose d'extrêmement sensible et de esthétiquement épuré. C'est juste un plan d'un mec enfin, voilà, je spoil la fin de Perfect Days. C'est un mec qui est au volant de sa bagnole, qui met une musique qui est absolument bouleversante. Une Feeling Good de Nina Simone, moi je me la passe en boucle là en ce moment, elle est bouleversante. Et derrière, un visage d'un mec qui est en larmes, quoi. T'avais aimé, j'avais adoré. Moi, c'est un de ces films, plus j'y pense, plus il grandit en moi. Clairement, je trouve qu'il est exceptionnel, hein, vraiment. Et d'ailleurs, tout le discours qu'il y a eu autour, tous les éléments de discorde en mode oui, c'est un film qui glorifie le travail, oh, c'est vraiment des débiles. Mais je trouve que c'est exceptionnel. Et je trouve que c'est un rapport à la sensibilité, ou pareil, dans Life of Chuck, moi, je trouve que le problème, c'est que le film, il va trop vite. On ne s'accroche jamais au personnage. Genre vraiment, c'est juste... Et en même temps, les personnages ne me donnent rien. Ne me donnent rien. C'est ça la scène? J'ai peur de cliquer. Tac. C'est de voir. Ah oui, ça c'est la scène avec le cancéreux. Qui est absolument génial. Ça c'est bouleversant comme scène. J'avais aimé, mais les gauchistes me l'ont gâché en partie. Bah oui, c'est ça le problème aussi. Mais oui, ça c'est la scène avec le cancéreux. Mais qui est une scène, mais d'un humanisme totalement fou. C'est-à-dire que c'est vraiment ce truc où c'est juste des phénomènes. Alors à la fois c'est mêlé l'humain avec la physique aussi, parce qu'il y a ce truc avec les ombres qui se surplanent, mais en même temps il y a un côté très enfantin également dans ce qu'ils font. Et je trouve que c'est un truc en fait, juste c'est une réflexion d'enfant qui est absolument folle, et c'est très très beau, et c'est ouais. C'est une scène tellement réelle, le moment où il joue avec... Mais moi, je rêve, je pense que j'ai pas vu... Depuis que j'ai vu ce film-là, et cette scène-là, je pense que j'ai pas vu de meilleure scène au cinéma depuis. Genre, je n'ai jamais vu une scène meilleure que celle-là depuis que cette scène-là est sortie. Mais non, mais on avait trop à l'époque. On avait trop de trucs. Mais globalement, cette scène-là, elle est bouleversante. Elle est... Enfin, moi, j'ai envie de revoir le film, là, parce que les larmes commencent à monter. Mais vraiment, je trouve que le jeu des deux acteurs est exceptionnel. Il y a un côté Kitano, plus qu'un côté Kitano, je trouve qu'il y a un côté Kiarostami aussi, qui est génial. Scène de réveil et de coucher, c'était génial. Oui, les scènes avec les souvenirs également. Tout l'arc avec sa nièce, bien sûr, qui est trop bien. Enfin, je trouve que c'est un film, plus j'y pense, plus je l'adore, ce film-là. Et je trouve que, ouais, ouais, en fait, c'est... Putain, ce commentaire-là qui résume tout. Un film où il n'y a pas grand chose qui se passe, mais tout est dit. Et je pense que Life of Chuck rêverait d'être Perfect Days. C'est ça la vérité aussi. C'est que ça rêverait d'être Perfect Days. Ça ne marchera jamais. Ça, vraiment. Essaye pas de faire de l'épate. C'est un film qui, dans sa mise en scène... Attends, quoi? Trompette. C'est un film qui essaye pas de faire de l'épate. C'est un film qui, dans sa... Ouais, justement, je trouve que c'est vraiment le genre de film qui essaye constamment de te faire chialer. Enfin, waouh. J'étais sorti au renier de la séance, mais moi j'étais sorti les larmes aux yeux avec un sourire pareil. Enfin, c'est mise en scène ma vie. Ne veut pas être grandiloquent, too much. Tout est... Ouais, c'est peut-être aussi le problème. Hein. C'est que, encore une fois, je pense que la mise en scène de Wim Wenders quand il fait Perfect Days, elle se veut grandiloquente, elle se veut grandiose, mais avec pas grand-chose. On en revient d'ailleurs à la discussion qu'on avait avec Antoine Goya autour de Pasolini et de l'Évangile selon saint Matthieu. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il se passe... les scènes de miracles, elles sont à la fois grandioses, pour moi, mais en même temps, il n'y a rien. C'est-à-dire, les miracles, c'est des chants contre chants. Quand il guérit le lépreux, c'est vraiment un chant contre chant. Il y a quelqu'un qui a la gueule cassée. Jésus qui dit tu es guéri maintenant. Contre chant. Et maintenant, la personne n'a plus la gueule cassée. C'est juste ça. Et mais pour moi, c'est grandiose. Et avec pas grand chose, mais c'est grandiose. Et je pense que quand il fait Perfect Days, quand il est dans la salle de montage, il saute de joie, hein, Wim Wenders. Bon, il a 80 balais, donc peut-être pas, mais peut-être qu'il se dit, voilà, ça
ça se propulse. Moi, en tout cas, j'étais comme ça dans la salle, dans ma tête. Je me suis dit, mais oui, enfin, balance tout et c'est juste, c'est une réaction physique, quoi. Et je trouve que justement, Life of Chuck, comme il essaye pas, qu'il est dans une sorte de retenue bizarre, bah, y a rien qui se passe. Dans la subtilité, dans la douceur, dans une forme de bienveillance C'est quoi le film sur Saint Matthieu? C'est l'Évangile selon Saint Matthieu. du regard sur les De Pier Paolo Pasolini. personnages, du regard sur la vie, du regard Il est dispo intégralement sur YouTube. sur les petits riens. C'est tellement difficile de pas retenir ses larmes. Ça m'a Oh. foudroyé. J'ai trouvé ça grand par Encore. sa simplicité. Grand par cette manière si à droite, si directe d'atteindre le cœur. Et ce refus constant du grand spectacle, du spectaculaire, de l'émotion. Après, ouais, justement, moi je trouve qu'il y a un côté grand spectacle, mais qu'il n'y a pas grand chose. Enfin, je trouve qu'il y a un côté grand spectacle dans le scénario qui est jamais vraiment exploré et qui, je trouve, en plus, c'est vraiment. Enfin, vraiment. Comment c'est fait? C'est-à-dire que moi, je sais que le moment où je me suis dit, oula, il y a un souci, le premier moment où je me suis dit, il y a un souci avec le film, c'est quand. C'est assez tôt dans le film. En gros, le film se passe dans un contexte apocalyptique où il y a. Voilà. Il y a des soucis de type. Il y a des problèmes avec Internet, il y a des problèmes avec des tremblements de terre, des tsunamis, tout ça. Et au début, c'est assez calme et posé. Et c'est voilà, et tu me dis ok, bon bah c'est calme et posé. Et c'est ce qui m'avait pris, ce qui m'avait plu, c'est que ça me faisait penser à ce genre de film un peu sur la fin du monde et où tout le monde attend la fin du monde, bah un peu comme Clair Obscur, le début de Clair Obscur qui est comme ça. La première heure de Clair Obscur où tout le monde attend le gommage, la fin, mais en fait c'est assez festif et c'est assez bon bah tout le monde continue de faire sa vie finalement. Et tu dis bon bah ok. Et ça m'accueillit. Le problème c'est que après il y a des reportages qui passent à la télé, des reportages internationaux, et on te fait bien noter que c'est des reportages internationaux. Et c'est là que je me suis dit, non mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ça essaye justement d'être trop grandiloquent, d'être trop grandiose, et ça ne fonctionne pas. Et c'est pour moi, c'est la grande erreur du film, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ça y est. Maintenant, je sais où le film va, et le film est allé exactement où je pensais qu'il allait formellement. Et il n'y avait plus rien après. À tout prix, c'est toujours subtil, c'est toujours dosé. Moi, ça, je ne comprends pas les gens qui disent c'est toujours subtil. Ce n'est absolument jamais subtil. Il y a une voix off qui parle et qui décrit exactement ce qui se passe en même temps que ça se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jeu là-dessus. Dans Je tue elle de Chantal Akerman, il y a un jeu exceptionnel avec la voix off en fond. Parce que moi, je suis anti-voix off de base. Mais dans Chantal Akerman, dans Je tue elle de Chantal Akerman, il y a un jeu avec la voix off qui est absolument percutant. C'est que, en fait, du coup, le personnage de Chantal Akerman écrit des lettres où elle raconte ce qu'elle a fait de sa journée et en même temps, on voit ce qu'elle a fait. Et il y a des moments où on voit qu'elle ment parce qu'on voit ce qu'elle écrit et en fait, c'est pas la réalité. Et il y a des moments où ça joue également avec le temps, où ça temporise un petit peu le temps. Alors que quand la voix, elle est ouf. Putain, voix ouf pour halluciner. Mais ouais, il y a ce truc où parfois ça joue un petit peu à ça et ça joue un petit peu avec les spectateurs. Là, ça ne fait que répéter des choses qu'on sait déjà, juste en envoyant un coup d'œil, ou ça fait que répéter des choses qu'on connaissait déjà. Dans Amélie Poulain, ça ajoute des détails et des surdétailisations et des surdétails là-dessus. Donc c'est vraiment... La voix off, c'est un avis de faiblesse le plus souvent. Bah, à part si c'est construit vraiment autour de cette voix off. Typiquement, encore une fois, Amélie Poulain, je trouve que c'est construit autour de cette voix off-là. Parce qu'il y a ce côté où c'est... Enfin, c'est percutant dans ce truc de la surdétaillisation. C'est-à-dire que c'est pas juste ce que ça dit, c'est comment ça le dit, avec quel détail en plus. De dire, oui, il fait 28 degrés, la pression de l'air et de machin. Que des trucs comme ça, qui en fait te rajoutent quelque chose que tu ne vois pas avec tes yeux et te met en fait dans une ambiance aussi. Mais ça, là-dessus, je trouve que l'ambiance dans laquelle ça te met dans Life of Chuck, c'est une ambiance qui est ultra descriptive, où ça se voit du coup que c'est adapté d'une nouvelle. Et enfin, c'est une mauvaise adaptation d'une nouvelle, quoi. C'est toujours si joliment amené, même... Non, j'allais vous faire un spoil. C'est compliqué pour moi de parler de ce film sans... C'est sûr, c'est dans Je tue elle. Oui, c'est dans Je tue elle. Oui, c'est dans Je tue elle. Où elle est chez elle, dans son lit, à boire du sucre, à même ou de la farine ou je sais plus quoi, à même le sac. Et où elle décrit sa vie, oui, c'est dans Je tue elle. J'ai pas vu Saute ma ville, donc c'est pour ça. Spoiler. J'aimerais vraiment que vous y alliez, que vous compreniez pourquoi je ne peux pas vous en dire plus, mais que vous sachiez qu'il y a un petit miracle
Un petit miracle qui nous rappelle que dans notre tête, dans cet espace-là, il y a tout un univers. Oh. Un univers qu'on construit petit à petit. Bref. Et un univers qui fait qu'on est unique. Mais vous voyez, c'est aussi ce que j'aimais pas dans A Ghost Story. Attends, je finis un petit peu. Bisous. Mais c'est aussi ce que j'aimais pas dans Ghost Story, c'est ce côté... mais qui au moins dans Ghost Story, c'est un peu plus cynique par moment. Et c'est ce message-là de... chaque personne contient des multitudes de choses, etc. Et en même temps, les personnages que ça construit... Et en même temps, c'est des films qui sont centrés sur, à chaque fois, un seul personnage. Je ne comprends pas là-dessus. Genre, je comprends pas pourquoi tu fais une œuvre qui est centrée autour d'un seul personnage et qui est particulièrement inintéressant dans Ghost Story ou dans Life of Chuck, et en même temps d'avoir un message de dire non mais chaque personne est différente, chaque personne aura son vécu, vivra des choses, etc. Alors que tu construis aucun autre perso à côté et tu ne construis rien d'autre, et les couches que ça te demande de construire ne sont absolument pas percutantes. Moi je trouve qu'il y a un film qui fait très bien ça, ce côté multitude de vies que peut vivre quelqu'un. C'est Conan de Bertrand Mandico, parce que bah en fait l'actrice du coup change à chaque fois. Ou alors le I'm Not There de c'est Todd, c'est pas Todd Haynes, c'est un autre Todd je crois, mais qui te montre des portraits de Bob Dylan, mais à chaque fois en changeant les gens, en fait, tout simplement. Quel film t'as foudroyé disjoncté avec Jim Carrey, c'est la blague. Et globalement, en fait, à chaque fois, tu changes des personnes, tu changes les acteurs et les actrices qui jouent tel personnage pour montrer... Ah si, c'est Todd Haynes, ok. Pour montrer la multitude de personnalités de la personne. Mais là, comme le récit est extrêmement linéaire, on ne voit jamais la multitude qui est montrée, en fait. On ne voit jamais cette multitude. Donc c'est ça qui me choque. Et Outer Wilds, au moins, a l'excuse de dire, bah en fait, c'est le joueur. C'est le joueur qui a une multitude de personnalités, et on va te développer également d'autres personnes, mais c'est le joueur qui a une multitude de choses qui se passent dans sa tête. Donc c'est pour ça, moi, je comprends même pas ce retour-là quand bien même c'est un film qui est extrêmement linéaire, quoi, encore une fois. Je ne comprends pas, quoi. Pas meilleur acteur. Réal, nomination probable. Ouah, Réal, c'est... Oh. Ça serait si dur, les gens, hein. Ça serait si dur. Mais c'est vraiment, je ne comprends pas les retours qu'il y a autour de Life of Chuck. J'ai rarement aussi peu compris des trucs comme ça, quoi. C'est pour ça c'est le niveau de blague que je suis sur ce stream. Je trouve ça nulle part ailleurs dans le game ciné. Mais oui, bien sûr. Non, mais ouais, c'est fake deep, quoi. C'est fake deep, et je pense que ouais, il y a ce côté en plus ultra ricain centré qui est particulièrement qui est embêtant presque. Il y a ce côté où c'est embêtant à regarder. Et ouais, enfin, il y a rien. Ouais, il y a rien, quoi. Il y a rien. Franchement, il y a rien. Il y a rien. Contrairement à un film qui m'a plutôt surpris. C'est Indomptable, du coup, de Thomas Njijol. J'irai voir par curiosité. Bah, allez le voir, et franchement, dites-moi si ça se trouve, c'est moi qui suis aigri, hein, mais je ne comprends pas comment on peut apprécier ce film. C'est ça la réalité. Contrairement à Indomptable de Thomas Njijol, avec Thomas Njijol, qui du coup est un film qui est passé à la quinzaine des cinéastes, et ça, c'est ça qui m'a intrigué, c'est que je me suis dit, putain, Thomas Njijol à la quinzaine des cinéastes, qui est quand même une sélection assez vertueuse, hein, au Festival de Cannes. On se dit ok, pourquoi pas, sachant qu'il avait déjà fait des films, c'était quoi, c'était Black Snake qu'il avait fait, un truc du genre, où je sais plus d'ailleurs exactement s'il était réal ou producteur ou juste comédien, etc. Mais je crois que là c'est un de ses... Voilà, il avait fait Black Snake, Fast Life et Casse Départ, avec Fabrice Eboué et Lionel Steketty. Mais voilà, en tout cas il avait fait des films avant, et là c'est un film où je me suis dit ok, l'affiche, le trailer, tout ça, putain, peut-être que ça peut être son Ciao Pantin. C'est ce mythe du faire son Ciao Pantin, et de se dire bah en fait c'est Ciao Pantin, donc du coup c'est un film avec Coluche et Richard Anconina, et c'est notamment ce virage qu'a eu Coluche avec ce film-là spécifiquement, de faire un film
dramatique, mais vraiment un film dramatique, très 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 dramatique, très froid, on n'attend pas que lui dans ce rôle-là. Et globalement, moi je vois l'affiche de Indomptable avec lui avec un flingue dans la main, tout ça, et je me dis putain, c'est son Ciao Pantin, c'est son voilà, c'est son film dramatique. Et du coup, je vois le film se dérouler et je me dis ah non. En fait, c'est une comédie. Alors, je l'ai vu d'ailleurs dans un contexte où je l'ai vu dans une projection avant-première organisée par l'association Cinewax qui m'avait déjà invité pour Zion. Là, ils m'ont pas invité, c'est juste. Il se trouve que c'était par eux. Et du coup, je suis allé voir le film. Et il y avait beaucoup de Camerounais dans la salle, ou de personnes d'origine camerounaise. Le film se passe au Cameroun. Et attendez, je vérifie juste que ça se passe bien au Cameroun. Oui, ça se passe à Yaoundé au Cameroun, très bien. Et c'est une adaptation d'ailleurs d'un documentaire qui s'appelle Un crime à Abidjan. Voilà, donc je sais pas ce que vaut le documentaire. Moi, on m'a parlé, on en a parlé un petit peu, mais voilà, je préfère pas trop me prononcer. Et du coup, bon bah, je vois le film se dérouler. Déjà, je vois la salle être hilar à plein de moments. Je me dis, et moi aussi, je rigole beaucoup. Et je me dis, putain, en fait, il a fait un striptease. Il a fait une striptease, c'est-à-dire ce truc du documentaire. Bon, du coup, c'est pas un documentaire là-dessus, mais vous comprenez à peu près le ton. Documentaire, pince sans rire. Énormément de pince sans rire là-dedans. Qui est percutant par là-dessus, par cet aspect pince sans rire. Et qui est juste vraiment des comiques de situation. Et du comique bien géré au niveau du rythme, au niveau des malaises, que pour procurer en fait la notion d'administration et de... parce que du coup c'est un enquêteur qui va enquêter sur le meurtre d'un... C'est un policier qui va enquêter sur le meurtre d'un autre policier pour retrouver son meurtrier, pour retrouver qui l'a fait, tout ça, et en même temps vivre sa vie de famille, etc. Et je me dis, mais en fait, il y a plein d'aspects là-dedans de... La paperasse, et en fait c'est notamment, moi ça m'a fait penser du coup à Poulet Frites, le docu autour le docu des mecs de striptease, après Ni juge ni soumise je crois, et en fait c'est un docu qui s'est passé avant, et oui, à Cam inclus Indomptable, hein, bien sûr, évidemment, et globalement ça m'a fait penser à ça, parce que dans Poulet Frites par exemple, un des aspects, parce que Poulet Frites aussi c'est une enquête autour d'un décès. Je crois qu'on sait pas totalement si c'est un meurtre, etc. Mais notamment, par exemple, le truc, c'est que du coup, il y a un témoin de la scène qui est rentré, qui a vu qu'il y avait un plat de poulet frites et quelqu'un qui est mort. Et en fait, du coup, ce que font les policiers dedans, c'est qu'ils interrogent sur le poulet frites, qu'ils disent, mais il paraissait bon, est-ce qu'il avait pourri, est-ce que les frites étaient molles, est-ce qu'elles étaient froides, que des trucs comme ça. Et du coup, il y a une absurdité de la chose, de la situation, qui est constante du coup dans Indomptable, qui moi me fait mourir de rire à chaque fois. Je trouve que c'est l'humour qui me touche le plus, c'est ce truc-là, d'avoir en fait ce truc de parler de choses pas assez sérieuses dans des contextes qui sont censés être extrêmement sérieux parce qu'on parle de vie ou de mort. Et globalement, c'est quelque chose qui me... Ouais, c'est de l'humour à la pistolet en plastique, tout à fait. Et qui, moi, me fait, mourir de rire, cet humour-là. Le pistolet en plastique, encore, c'est des multitudes d'humour, je trouve. Il y a plein d'aspects humoristiques là-dedans. Et encore, pistolet en plastique, comme c'est... Moi, adapté d'un drame... Ouais, peut-être plus en mode petit quinquin, j'ai pas vu petit quinquin. Mais plus comme, ouais, les flics dans... Et encore... Je trouve qu'il y a un aspect fantastique aussi dans Pistolet en plastique ou dans les films de Dumont de manière générale, qui est pas dans le ton nécessairement de Indomptable. Indomptable, c'est vraiment très ancré dans le réel, et c'est aussi pour ça que ça peut se permettre d'avoir ces aspects-là très comiques, et en même temps, c'est un film aussi qui est dramatique. Hein. Par moments, il y a quelque chose à côté. L'histoire avance, et ça dit aussi quelque chose de la société camerounaise. Moi, je connais pas spécialement, mais j'ai l'impression de plus connaître comment la société camerounaise fonctionne grâce à ce film-là, même si voilà, je suis blanc, hein. Mais globalement, il y a un truc où c'est je vois ce que ça essaye d'offrir et je trouve ça vraiment très bien fait. En plus, je trouve que cinématographiquement, ça a vraiment de la gueule, c'est pas mauvais, déjà ça a une belle photo, un bel étalot. Comment on se place la caméra, c'est vraiment très très bien fait, et je trouve que c'est super bien rythmé, donc vraiment c'est un film, je le vante beaucoup ses louanges comme ça, mais je trouve que c'est vraiment un très bon film. Pour l'instant, c'est un de mes films vraiment préférés de l'année, je trouve ça excellent. Donc je vous invite vraiment à ne pas le louper, parce que je trouve, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire en fait autour du film, et
voilà, il y a peut-être des trucs où je sais pas trop comment ça marche la société camerounaise et où il y a des trucs qui sont pas terribles, mais je trouve que même les sous-intrigues, comment un s'imbrique, elles sont très très bonnes. Enfin, il y a vraiment quelque chose là-dedans que je trouve excellent et je trouve que c'est vraiment un meilleur film à voir que Life of Chuck déjà, mais, mais voilà. Et je voulais parler aussi d'un film qui m'a fait penser un petit peu aussi, peut-être, à ce postulat de base de Life of Chuck. C'est-à-dire ce truc du la vie de quelqu'un de banal qu'on va suivre un petit peu. Sauf que là, ça va être sur une période plus courte. Je vais vous parler du coup du film Le Rendez-vous de l'été que j'ai vu ce matin, cet après-midi. Qui est du coup un film, premier long métrage. J'hésitais à aller le voir. Ben merci beaucoup et j'espère qu'il y a des gens qui hésitaient à aller le voir, qui comptent le voir du coup, parce que je trouve qu'Indomptable c'est vraiment super bien. Et dites-moi vos retours, hein. Ça se trouve c'est moi qui max, c'est moi qui suis fou, hein. C'est possible aussi. Mais du coup, Le Rendez-vous de l'été c'est un film de Valentine Cadic, c'est son premier long métrage. Qui raconte l'histoire du coup de Blandine qui a la trentaine et qui en fait va suivre les JO de Paris en 2024. Et pour ça, du coup, elle va monter dans la capitale. Elle vient de Normandie. Elle va monter sur la capitale. Et elle va également voir sa sœur et sa nièce, notamment, qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps. Enfin, voilà. Et du coup, comment elle va évoluer dans cette période-là, ça là-dessus, ce sera son compte. Et j'ai adoré ce film. Alors, j'ai adoré ce film parce que c'est un peu dur à décrire, je pense... pourquoi thématiquement, pourquoi formellement j'ai adoré ce film. Déjà, je trouve que la thématique de rentrer dans les JO et comment on a vécu ce Paris 2024, je trouve que c'est ultra intéressant. Et parce que bah, c'est encore assez récent dans nos têtes et il y a encore quelque chose de très... où on commence à pouvoir faire le débrief en fait de cette période-là, parce que ça commence à remonter il y a quasiment un an. Donc déjà je trouve ça bien d'aborder cette thématique-là et d'aborder ce truc-là, parce que j'aime bien par exemple aussi comment Les Misérables de la Jolie abordent la Coupe du Monde 2018. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien quand les films se placent dans une époque qui est relativement récente, où on se dit ok, j'ai encore les souvenirs de la chose, et je me dis bah en fait c'est cool de pouvoir avoir ce récit-là aussitôt. Maintenant, j'aime aussi particulièrement comment, pas nécessairement comment cette histoire s'imbrique, enfin c'est ce que j'ai dit de toute façon sur le TikTok review, c'est que en gros j'aime bien aussi ce côté très... alors au début je pensais que ça allait être très... la bataille de Solferino de Justine Triet, qui est son premier film, qui en fait se passe pendant dans la rue de Solferino, où il y avait le siège historique du PS pendant un temps, et qui en fait se place à ce moment-là et qui a été tourné pendant ce moment-là, près du QG de Solferino, près du QG du PS, en partie, et avec aussi une histoire de drame personnel à côté. C'est un des premiers films de Justine... Je crois que oui, c'est son premier film à Justine Triet. Donc c'est assez impressionnant d'essayer d'avoir ce dispositif-là. C'est presque du documentaire, du faux documentaire, et au début je pensais que ça allait être ce contexte-là. Au final ça se rapproche plus des Misérables. Et au niveau du ton, ça se rapproche plus, j'ai l'impression, des films de Sophie Le Tourneur, avec en fait, des gens où on sait jamais si c'est des comédiens professionnels ou non professionnels qui juste passaient par là et faisaient quelque chose. Mais j'adore particulièrement ce personnage principal qui est soft dysfonctionnel. Je vais le décrire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté où elle n'est pas censée être une héroïne de cinéma. Mais en même temps, bah, elle sait se débrouiller, etc. Mais c'est pas censé être une héroïne de cinéma parce qu'il se passe pas grand-chose dans sa vie, en fait. Et elle essaye un peu de faire monter la sauce, mais il se passe vraiment pas grand chose dans sa vie. Et justement, elle essaye, enfin, des choses sont face à elle dans la vie, et à chaque fois, comment elle s'en dépatouille, comment elle se débrouille face à ça, c'est ça qui est ultra touchant aussi. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a un côté ultra... comment dire, ultra... universel dans ce parcours-là, même si, parce qu'on a tous un peu vécu ici Paris 2024 à notre sauce, il y en avait qui n'étaient pas là. Moi, j'ai assisté à une épreuve parce que j'ai eu des places gratuites à un moment, mais c'est tout. Sinon, la période, en fait, ce qui est intéressant, c'est cette période-là aussi, c'est ce truc-là très étrange de qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que... c'est bizarre, ce truc un peu hors du temps. Il y avait un sentiment presque second confinement bizarre, mais en même temps, il y avait des zones surpeuplées de gens. Et moi, je sais que c'est une période que j'ai adorée. Enfin, je trouvais ça ultra solaire, ultra
ultra lumineux en fait comme période. Donc j'ai vraiment adoré cette période-là et je trouve que c'est un film qui revient bien sur cette période-là et qui donne le sentiment que j'avais aussi personnellement. Mais je pense que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de gens également. Et en tout cas, je trouve que ouais, c'est un film très très solaire, très très pertinent dans son analyse, très pertinent dans ce que ça fait. Et alors il y a aussi un truc, c'est qu'il y a un personnage qui est joué par, il faut que je retrouve juste le nom de ce personnage qui est, enfin le nom de cette personne qui c'est du coup Mathias Jacquin. Non, c'est pas Mathias Jacquin, c'est Arkady Radev, que j'avais déjà vu du coup dans La Récréation de juillet et dans Pendant ce temps sur Terre, qui est un excellent acteur. J'ai vraiment très hâte de voir ce qu'il va faire plus tard. Je trouve qu'il est génial. Juste après oui, en plus c'était juste après les législatives, donc il y a ce côté vacances entre guillemets, on était tous épuisés, je pense, surtout à gauche, et on était tous vraiment très épuisés, on se disait putain, waouh, où est-ce qu'on va? Et en même temps, du coup, il y a ce truc là qui pop d'un coup, et on se dit bon bah ok, on va là-dedans du coup. Et je trouve ça vraiment vraiment excellent. Je trouve que c'est un film vraiment à ne pas louper, parce que je pense que c'est un petit film, hein. Il dure 1h17, je pense qu'il a été tourné avec 3 francs 6 sous, vraiment. Et je pense vraiment que c'est un film à voir et que c'est un film et que c'est un grand film de cette année, même malgré sa petitesse en taille de ce que ça essaye de faire, quoi, globalement. Donc vraiment, moi, c'est un film que je ne peux que vous conseiller, globalement. Et voilà. Même si c'est dur à décrire, en fait, parce que c'est vraiment un truc qui se construit sur la longueur, avec ses personnages, avec ce qui se passe, mais c'est ultra sensoriel et sensible, et c'est ça qui m'a plu particulièrement. Il y a des moments vraiment magnifiques, et en même temps il y a des moments juste de dialogue où en fait tous les dialogues font très vrai à chaque fois, et ça m'a vraiment il y a quelques cette scène là à la limite c'est la seule scène qui fait un poil faux, mais je trouve que tous les dialogues font extrêmement vrai, et que tout ce qui se passe dans la vie de ce personnage là principal, il est extrêmement pur, et je trouve que le film donne toutes les clés pour être apprécié, et c'est vraiment adorable à ce niveau-là, et c'est très 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 bon, quoi, très 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 bon.